qui porte sur la situation et les perspectives économiques et sociales du Sénégal. Et bien évidemment, sur l'actualité nationale. À titre d'exemple de la situation économique et sociale du Sénégal, je voudrais faire référence à la loi des finances rectificatives, la LFR 2016, qui indique, comme vous le voyez, avec ces différentes statistiques, que 86% de nos ressources sont affectées aux dépenses de fonctionnement et de personnel. Et quand vous voyez à titre illustratif cette LFR, on se rend compte que le Sénégal est présenté aux yeux du gouvernement comme un pays pauvre, extrêmement pauvre, mais également un pays loin de l'émergence tant clamée. Et ça, ce sont les indications du gouvernement de la République sénégalaise. Ce qui nous permet de passer en revue un certain nombre d'agrégats macroéconomiques, principalement la situation de la dette, de la croissance économique, mais également de la fiscalité. Quand on jette un regard croisé sur ces indicateurs, on se rend compte que le Sénégal est le seul pays de l'UEMOA dont la dette par habitant excède $500 américains. Cette situation est d'autant plus alarmante aussi que le taux du Sénégal dépasse de loin le taux du Mali en ce qui concerne l'endettement en corrélation avec le produit intérieur brut, puisque le taux du Mali se situe à 35,2%, la Côte d'Ivoire 33% et le Burkina Faso 32%. Et si on fait le parallélisme entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont les deux pays phares de l'UEMOA, on se rend compte que la Côte d'Ivoire, malgré la crise qu'elle a vécue ces dernières années, a obtenu déjà ces dernières années à peu près un taux de croissance de plus de 10%, avec une dette de 36% du PIB, comparativement au Sénégal, qui se targue d'avoir un taux de croissance de 6,5%, mais également avec un taux d'endettement de plus de 57%. Comme vous le savez, les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, recommandent en général aux États de s'endetter à moins de 60% de leur PIB. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Sénégal est à deux doigts de dépasser le seuil recommandé par les institutions internationales en ce qui concerne ce taux d'endettement. C'est-à-dire, nous nous endettons trop vite et trop mal, puisque l'endettement du Sénégal ne tient pas en compte les priorités attendues des populations pour la satisfaction du bien-être social, mais également de tous les désirata du développement économique et social. Donc le Sénégal s'endette mal, à un rythme accéléré, mettant en péril l'avenir de futures générations, et la pression fiscale ne cesse de s'augmenter, puisqu'elle dépasse aujourd'hui plus de 20%, ce qui est tout à fait contraire à la norme édictée, qui est de 17%. Quand on met en parallèle la situation économique et sociale du Sénégal au regard du gouvernement qui présente un pays très pauvre et très endetté, je voudrais faire revenir un aspect extrêmement important de la dimension du développement économique et social de notre pays, mais surtout en ce qui concerne la maîtrise des agrégats de gestion de son avenir en matière de développement économique et social. À ce titre-là, nous voudrions présenter deux indicateurs extrêmement importants. Le premier indicateur, c'est la situation des mines. Et le deuxième indicateur, puisque c'est dans l'air du temps, c'est la situation des hydrocarbures. Quand on fait les estimations des réserves prouvées, le Sénégal aujourd'hui, c'est près de 162 000 milliards de réserves de mines et d'hydrocarbures. Et comme vous le voyez dans le tableau, en ce qui concerne les mines, nous sommes à 31 317 000 milliards
Et en ce qui concerne les hydrocarbures, on est à 130 570 000 milliards de francs CFA. Au regard de ces statistiques, et quand on se rend compte que le gouvernement nous présente un pays pauvre, mais dont le sol aussi n'est pas si pauvre, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a matière à réfléchir en ce qui concerne la politique de gouvernance économique présentée par le gouvernement du président Macky Sall, qu'ils appellent le PSE. Et ensuite, comment il faut mettre en corrélation la situation de la pauvreté extrême des Sénégalais, la précarité, par rapport à la richesse des ressources naturelles de notre pays. Est-ce à dire que le gouvernement ne sait pas utiliser à bon escient les innombrables ressources naturelles de notre pays et les mettre en exergue pour permettre au peuple sénégalais d'en tirer le meilleur profit afin d'assurer les bases de son bien-être et de son développement économique et social? J'y reviendrai tout à l'heure. Au regard des réserves prouvées du Sénégal, le patrimoine de chaque Sénégalais et de chaque Sénégalaise, conformément à la Constitution, puisque les ressources naturelles du pays appartiennent au peuple sénégalais. Donc, conformément donc à ce postulat principal, qui est un postulat de base de notre Constitution, c'est-à-dire le droit sur les ressources naturelles, le droit à un environnement sain, mais également les droits sur le patrimoine foncier du Sénégal. Si on analyse et on étudie bien ce droit, dans le patrimoine de chaque Sénégalais et de chaque Sénégalais, en 2016, avec une population estimée de 14 800 000 personnes, soit 1 683 600 ménages, le droit constitutionnel aux ressources naturelles devra indiquer un patrimoine brut de près de 100 millions par famille. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on évalue les ressources naturelles du pays, chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais, à travers sa famille, devrait pouvoir disposer en patrimoine, je dis bien, brut, de presque 100 millions de francs CFA. Et ce droit peut être décomposé ainsi, de 18,5 millions par Sénégalais sur les réserves brutes des mines, mais également de droit de disposer de 77,5 millions sur les réserves brutes de pétrole et gaz. Donc ça veut dire à peu près, chaque famille sénégalaise doit disposer de 100 millions de francs CFA si les ressources naturelles du pays étaient utilisées à bon escient. C'est cela qui fait la centralité de la thématique sur le débat sur le pétrole et le gaz. Ce n'est pas un débat pour parler du pétrole et du gaz, mais c'est un débat pour parler de l'avenir du Sénégal, du bien-être des populations, de la pauvreté, de la précarité, de la situation de l'école, de la santé publique, du tourisme, et j'en passe. C'est pourquoi le débat sur les hydrocarbures concentre un débat fondamental en ce qui concerne les projections que nous pouvons faire sur l'avenir de notre pays. Et cela ne concerne pas seulement les Sénégalais à l'intérieur du pays, mais également les Sénégalais de la diaspora qui envoient chaque année près de 900 milliards de contributions au Sénégal et qui, la plupart d'entre eux, se trouvent dans des conditions économiques à même de ne pas leur permettre de rentrer au Sénégal. Nous voudrions que les immigrés sénégalais qui contribuent si bien heureusement au développement économique et social du pays rentrent au Sénégal et contribuent à son développement et à son rayonnement de par leurs compétences, de par leur enthousiasme, mais également de par leur mobilisation constante pour le rayonnement de notre pays à l'étranger. Et sur cette manne financière, 57 690 milliards devraient être consacrés aux immigrés de la diaspora sénégalaise pour le droit au retour, sur les 162 000 milliards de francs CFA de patrimoine que nous disposons sur la base de nos ressources naturelles. Alors tout cela, ça veut dire quoi? Cela veut dire que le Sénégal, que le gouvernement du Sénégal présente comme un pays pauvre, très endetté. Le Sénégal n'est pas pauvre, mais le Sénégal est mal gouverné. Et cette malgouvernance s'incarne à travers
les échecs répétitifs du plan Sénégal émergent, dont nous disons toujours qu'il ne mènera le Sénégal nulle part. Si on regarde les domaines croisés du développement économique et social de notre pays, on se rend compte, bien évidemment, que le Sénégal, malgré la richesse de ses ressources naturelles, malgré son immense talent de ses ressources humaines et les capacités managériales du peuple sénégalais et le dynamisme de sa jeunesse, le Sénégal est très mal gouverné, puisqu'on n'utilise pas à bon escient tous les atouts de notre pays pour faire de notre pays un pays développé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit aussi que le PSE n'apporte pas une croissance inclusive. Et si la croissance n'est pas inclusive, même si elle est de 5,6, cette croissance n'amène pas le bien-être social des populations. Cette croissance ne règle pas le problème de l'emploi des jeunes, principalement. Cette croissance ne règle pas les problèmes de la pauvreté et de la précarité dans le monde rural, principalement. Cette croissance, bien évidemment, ne règle pas les problèmes de l'agriculture. Et à ce titre, vous avez bien entendu le gouvernement dire que pour cette année, en tout cas pour l'année 2017, le président de la République a dit Urbi et Orbi qu'il est attendu une production de 1 million de tonnes de riz par année. Mais ce qui est totalement en porte-à-faux avec les réalités. Aujourd'hui, le Sénégal ne produit même pas 300 000 tonnes de riz. Regardez les statistiques du gouvernement, des ministères du Commerce. Vous voyez que le Sénégal continue encore à importer plus de 900 000 tonnes de riz par année. Donc, ça veut dire que, même en utilisant les agrégats du gouvernement, on se rend compte que dans un domaine phare qui doit porter l'économie du pays, c'est-à-dire l'agriculture, qui doit faire en sorte que la croissance soit une croissance inclusive, ça veut dire de bien-être social, une croissance qui crée de la richesse et qui amène de l'emploi pour les jeunes principalement, cette croissance n'étant pas inclusive, donc, bien évidemment, le PSE ne va pas nous mener vers la gouvernance démocratique, la gouvernance de développement, encore moins la gouvernance de l'émergence telle que clamée par le gouvernement. Et si vous regardez aussi tous les domaines croisés du développement du Sénégal, les conséquences dans le tourisme sont effarantes. Le gouvernement nous a sorti il y a 2 semaines des statistiques de 1 600 000 touristes par année au Sénégal en 2015. Mais cela est impossible. Je crois que le gouvernement confond entrée et sortie. Parce qu'en réalité, comment on peut être au Sénégal aujourd'hui et dire qu'on a 1 500 000 touristes? Mais ce n'est pas possible. Regardez la place du tourisme dans la constitution de notre PIB. Donc, vous savez qu'au Sénégal, on n'a même pas 300 000 touristes cette année. Et pourtant, le gouvernement confond les entrées. Vous-même, vous êtes en France, vous rentrez au Sénégal, on vous considère comme un touriste. Donc, ce sont les entrées de l'aéroport que le gouvernement prend comme des touristes. Et bien évidemment, chaque Sénégalais et chaque Sénégalais qui voyage devient de facto, au regard du gouvernement du Sénégal, un touriste. Mais cela est erroné et cela est totalement en porte-à-faux avec les statistiques disponibles au sein des réceptifs hôteliers de notre pays. Et si vous allez à Saly ou à Cap Skirring, vous voyez bien évidemment que le Sénégal est loin d'atteindre ce taux affiché par le gouvernement. Je ne parle même pas de l'éducation. Mais regardez la situation de notre éducation nationale. Regardez l'impact de ces mauvaises politiques sur la situation de l'école et des universités. C'est encore dans les abris provisoires que nos enfants sont enseignés. C'est encore dans des abris provisoires, en majorité, que dans le monde rural, que les enseignements sont faits. Et cela est inadmissible dans un pays qui se dit en voie d'émergence. Et si on prend la pêche, le Sénégal qui a 700 km de côte ne peut pas tirer profit de sa pêche. Alors que nous sommes un pays de pêcheurs, en plus d'être un pays de cultivateurs, de pasteurs et d'éleveurs, et la pêche au Sénégal marche qu'à une quart. Et cela est inadmissible. Je ne parle pas de la santé. Regardez les structures de santé publique. Au Sénégal, être malade, c'est mourir. Malgré les fanfaronnades sur les CMU et toutes les autres politiques. Vous savez bien, quand vous allez dans les hôpitaux au Sénégal, vous n'avez pas les moyens, mais votre destin est scellé. Et cela est inadmissible. Alors, quelle est la conséquence de la politique économique? La politique économique, elle est faite pour quand même créer le bien-être social des populations. On ne crée pas une politique économique pour juste se gloser d'avoir une croissance. La croissance n'a de sens que si cette croissance permet au peuple sénégalais d'en tirer profit.
c'est ce que nous disons en économie, il faut que la croissance soit une croissance inclusive, c'est-à-dire permettant au peuple d'avoir de la richesse et de consommer, d'avoir des emplois et de sentir le bien-être social de la politique économique du gouvernement. Alors tout cela nous fait dire que le plan Sénégal émergent, nous allons le dire encore une fois comme une redondance, n'est pas un plan apte à mener le Sénégal ni vers l'émergence, encore moins vers le développement, et qu'il faut nécessairement, pour que le Sénégal soit au niveau d'un pays qui aspire à l'émergence, soit un pays à croissance inclusive, et pour cela, il faut des réformes, et pour cela, il faut de la rigueur, et pour cela, il faut aussi une ambition. Et on voit aussi que la seule ambition du gouvernement du Sénégal aujourd'hui, c'est de créer des institutions pour, encore une fois, augmenter la valorisation de la dépense publique, qui grève les dépenses qui devraient être assujetties aux conditionnalités d'une croissance appropriée, d'une croissance de l'émergence et du développement. C'est ce qui explique d'ailleurs la floraison des institutions. Parce que vous savez, aujourd'hui au Sénégal, on vient encore une fois de s'illustrer en mettant en place un haut conseil des collectivités territoriales qui augmente l'armada institutionnelle de notre pays sans pour autant avoir une efficacité par rapport aux valeurs que nous voulons mettre en exergue pour permettre à notre pays d'être cité parmi les économies de référence demain. C'est la raison pour laquelle le grand parti vous a proposé, il y a déjà un certain nombre de temps, un plan alternatif. Parce que, bien évidemment, je sais bien, les journalistes, ils sont toujours prêts à nous dire, mais voilà, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez? Mais ce que nous proposons, nous allons vous le dire, mais nous n'allons aussi pas tout vous dire. Puisqu'il faut quand même mettre le gouvernement à l'épreuve. Et aujourd'hui, à l'épreuve du temps, on se rend compte, si je reviens sur un indicateur, durant les 4 ans de magistère du président Macky Sall, et sur les 12 ans de magistère du président Wade, le niveau d'endettement était de 3 000 milliards de francs CFA. En 4 ans, on se retrouve avec 5 000 milliards de francs CFA. Alors, imaginez-vous, au terme de son mandat, c'est-à-dire en 2019, le Sénégal franchira la barre des 60% du PIB, et ce qui est inadmissible. Parce que c'est le meilleur moyen d'hypothéquer l'avenir des futures générations. C'est également le meilleur moyen d'hypothéquer l'avenir du Sénégal. Et ensuite, si on s'endette vite et mal, et que cet endettement n'a aucune corrélation avec les facteurs de développement économique et social de notre pays, c'est-à-dire ne crée pas la richesse, n'amène pas le bonheur et le bien-être social, mais bien évidemment, cette croissance est une croissance de la précarité, c'est une croissance de la pauvreté, et ce dont les Sénégalais ne veulent pas. C'est la raison pour laquelle le grand parti, dans le cadre de son programme Suqali Sénégal, a déjà établi un programme alternatif qui s'articule essentiellement autour de la mise en place d'une agriculture de développement, une agriculture moderne, une agriculture à même de prendre en charge tous les desiderata et les agrégats du développement économique et social de notre pays, mais également de faire du Sénégal un pays industrialisé, qui est l'autre mamelle, n'est-ce pas, de l'agrobusiness, qui sera adossé à l'agriculture et qui permettra à notre pays de créer non seulement de la richesse, mais également de créer de l'emploi, mais également un emploi soutenu, à même de permettre à la jeunesse sénégalaise de pouvoir s'insérer dans le tissu économique. Mais également un tissu économique qui mettra le secteur privé national au cœur des préoccupations du développement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'économie sénégalaise est une économie étrangère. Nous sommes au Sénégal, dans une économie fortement dirigée par l'économie internationale. Mais cela est inadmissible. Les Sénégalais sont intelligents. Alors, c'est aussi l'occasion de renforcer et de valoriser la mobilisation de l'épargne nationale, qui se situe aujourd'hui à 11%. Mais cela est inadmissible. Est-ce que vous pensez, une seconde, que les Sénégalaises et les Sénégalais ne sont pas capables de mobiliser les 250 millions de dollars investis par Cosmos Energy en ce qui concerne l'histoire retentissante de Franck Timis? Mais le Sénégal a ses capacités. Mais le Sénégal qui a les capacités de créer un centre Abdou Diouf de 110 milliards, mais 250 millions de dollars, mais c'est 125 milliards de francs CFA. Comment vous pouvez imaginer qu'un pays qui fait un centre de conférence qui ne sert à rien d'ailleurs peut dire qu'il n'a pas les moyens de maîtriser son pétrole, son énergie, donc son avenir, pour le donner à une entreprise étrangère?
Cela ne veut pas dire que le grand parti est contre les investisseurs étrangers, au contraire. Mais nous voulons que les investisseurs étrangers investissent dans des secteurs productifs, mais qui permettent au peuple sénégalais, aux populations sénégalaises et au secteur privé national de pouvoir jouer son rôle. Et son rôle le plus approprié, c'est de permettre à ce secteur privé d'être au cœur des préoccupations de développement économique et social de notre pays. Et c'est ça la vocation d'une économie qui bouge. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'économie sénégalaise, dans le domaine des infrastructures, est maîtrisée à 90% par des entreprises étrangères. Vous prenez les banques et les assurances, vous êtes à 95% par des entreprises étrangères. Et dans tous les domaines de rentabilité économique, bien évidemment, vous vous rendez compte que notre économie est une économie totalement sous le joug des entreprises étrangères. Et cela est inadmissible. Un pays qui veut se développer, un pays qui se respecte, doit mettre son secteur privé national au cœur des préoccupations de son développement. Et tant que ce n'est pas le cas, bien évidemment, le Sénégal ne sortira pas de l'ornière. C'est la raison pour laquelle nous, ce que nous voulons, au sein du grand parti, c'est, à travers notre programme alternatif de redressement économique et social, c'est de mettre en place une économie solidaire pour un développement humain durable. Je vous remercie.